Merci à David Nanaya, Marie Ango de nous avoir cédé l'antenne respectivement à la radio et à la télé pour cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. FESPACO 2021, le clap de fin a été donné samedi dernier après une semaine de festivités et de célébration du 7e art africain. Quel bilan dressé de cette 27e édition dite de la résilience? C'est le premier sujet enrôlé pour cette convocation. En deuxième partie, nous allons nous intéresser à la crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP avec la lettre de Blaise Compaoré adressée au président du parti, lettre dans laquelle le président d'honneur du CDP met son veto contre la suspension des 3 membres du bureau exécutif national au Mali. Les autorités démentent l'information selon laquelle une négociation est envisagée avec les groupes terroristes. L'information avait été en tout cas démentie lors d'un communiqué en date du 21 octobre de la primature. Recadrage ou rétropédalage, nous aurons la réaction et la lecture des juges dans cette convocation, mais ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. C'est un lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Alors, ce que je voudrais dire, c'est espoir. Espoir, espérant que la crise maintenant est derrière l'association et aussi derrière la République, parce que ça a quand même eu un impact. Parce qu'à un moment donné, les autorités politiques, par moment, étaient invitées à pouvoir aider à trouver une solution à travers le ministère de l'administration territoriale et bien d'autres personnalités. Je parle de la crise au sein de l'association communauté musulmane de Burkina Faso, et donc qui s'est réunie en congrès et qui a pu avoir un président, qui s'agit de M. Kwanda Moussa, un opérateur économique, un homme d'affaires. On se souvient de lui qu'il y avait eu à un moment donné les problèmes entre lui et son ancien partenaire, Inoussa Kanazoé. Donc, 2 personnalités, 2 gros morceaux du milieu des affaires au niveau du Burkina Faso. Des gens avaient tenté effectivement de réconcilier les deux, mais bon, voilà. Bref, donc c'est lui qui prend les rênes de cette association, j'ai dit bien association, pour éviter l'amalgame que certains font entre l'association communauté musulmane et la FAIB, qui est la structure fêtière des autres associations. Donc j'ai dit espoir que la crise est finie, espoir que les choses se sont calmées, espoir que M. Kwanda en tout cas pourra ramener les uns et les autres, comme à un moment donné le regretté Oumarou Kanazo le faisait quand il y avait des crises suffisamment tendues. Donc on espère, je dis bien, que la crise est derrière et que celui-là qui avait été attribué d'un prix pour son travail au niveau de la paix par le MDV, il n'y a pas très longtemps, puisse effectivement continuer sereinement. Donc l'espoir, c'est pour tous les Burkinabés en même temps. Donc espérons aussi qu'à partir de cette semaine, les lignes commencent à bouger au front. Ça bouge, mais bouge mieux, compte tenu de ce qu'on a eu tout dernièrement comme recrudescence, avec des villas, par exemple, qui ont subi des razzias, des populations qui se déplacent massivement, l'armée qui lance une opération en cours. Donc c'est pourquoi je dis, c'est une semaine d'espoir que je souhaite à tout le monde, semaine d'espoir aux élèves, aux parents, aux travailleurs, et semaine d'espoir également à ceux qui cherchent un boulot. Voilà ce que j'avais à dire ce matin comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation? Oui, ce qui retient mon attention, c'est le Nigeria qui vient de lancer son INAIRA. C'était prévu pour le 1er octobre, mais avec la question de la fête de l'indépendance, ils ont décidé de ramener ça quelques semaines après. Maintenant, c'est une réalité. C'est une monnaie électronique ou monnaie numérique, comme on appelle. Et ils disent très bien que cela va permettre de faciliter les transactions et donc pour le bonheur des populations nigérianes. On voit qu'en matière de monnaie, le Nigeria est en train de travailler parce qu'il faut dire que quand on parle de cette monnaie numérique-là, l'information
est donné par déjà la banque centrale, nationale, chose nigériane. Et il faut rappeler que c'est BitANC qui avait été retenu pour donc accompagner de façon opérationnelle et donc technique cette monnaie-là. C'est une fintech qui est basée à la Barbade. Mais ce qui est intéressant, c'est que il faut rappeler que il y a 4 mois en gros, le Nigeria avait interdit l'utilisation des crypto-monnaies. Donc, ça veut dire que sur le besoin qu'il y avait en termes de transactions sur ce chapitre-là, il fallait trouver aussi une alternative. Et le Nigeria continue de travailler sur ces portefeuilles-là. N'oublions pas qu'on appelle monnaie électronique ou bien monnaie numérique, cette monnaie qui est stockée sur des plateformes essentiellement numériques, contrairement à ce que nous avons, qui est celle des solutions bancaires. Aujourd'hui, c'est ces moyens de transaction-là qui sont les plus usités. Quand on regarde les portefeuilles électroniques, on se rend compte que beaucoup de personnes détiennent un compte électronique, mais pas forcément un compte bancaire, parce que ça demande beaucoup d'autres choses. Mais ça permet aussi, on va dire in fine et à la fin, d'avoir un taux de bancarisation très intéressant, parce qu'à force de transactions, on arrive à un moment donné, à travers ce qu'on a comme maillage, à les intégrer. Et ça, c'est très important. Il y a un besoin qui est clair aujourd'hui, qui est celui d'un monde qui est connecté, celui d'un monde où les transactions se font très rapidement, où on n'a pas besoin d'être dans du physique, on est aussi dans du virtuel, et cela va avec les évolutions de ce monde-là. Donc, le INAIRA, moi, ça nous donne aussi une leçon. Nous qui sommes en train de parler des monnaies communes dans notre espace, il faut comprendre qu'il y a le Nigeria qui a sa monnaie, qui a eu toutes les difficultés pendant longtemps à pouvoir la faire tenir, cette monnaie-là. Quelquefois, elle a été la risée de tout le monde, parce qu'on parlait de monnaie qui ne valait plus rien. Il fallait mettre sous presse des billets au montant exorbitant, tant en matière de fluctuation, on avait des monnaies qui étaient tombées bas. Mais c'est une banque centrale nationale qui continue de tenir le coup, parce que la monnaie, c'est un levier important pour juguler son économie. Et ça, il faut du bravo au Nigeria qui continue et qui continue aussi à être à l'air du temps, notamment avec le INAIRA qu'ils sont en train de mettre donc sur pied. Je pense que ça, c'est une leçon pour nous qui sommes encore dans ce système-là, qui a son cordon qu'il garde avec avec la France via l'euro ou le franc français qui n'existe plus. Donc ça, c'est une réalité, et je vois mal un Nigeria, après beaucoup d'efforts comme ça, avec tout ce qu'ils font pour la maîtrise de ce levier important pour leur économie là, de venir dans un système où on a un système de parité fixe entendu avec une ancienne colonie. Ça va être vraiment difficile. Quand on regarde les efforts que le Nigeria fait pour être maître de sa monnaie, ils ne vont pas revenir dans le genre de situation dans lesquelles on veut s'amuser à les mettre dans un ECO qui n'est pas bien compréhensible. Donc c'est un message qui nous est envoyé, et à nous de comprendre. Merci, messieurs les juges, pour ce propos introductif. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé et à la radio. Nous l'avons dit, le premier sujet va s'intéresser à l'actualité culturelle. C'est fini pour le FESPACO 2021. Le palmarès de cette édition dite la résilience a été dévoilé samedi dernier, cela après une semaine de festivités. Alors, juge Bougon, on peut parler de pari réussi pour le Burkina Faso, parce que ce n'était pas évident. Oui, pari réussi, compte tenu que d'ailleurs ça a été reporté à cause de la maladie à coronavirus et avec tout ce qu'il y a. Et à l'approche aussi, on a eu cette bagarre par rapport à l'argent de la cérémonie d'ouverture et de certaines démarches souterraines et bien d'autres réalités. Donc c'était vraiment pas du tout gagné, comme vous l'avez si bien dit. Mais à la fin, on pourrait dire que c'est un pari gagné, parce que la cérémonie d'ouverture a été de très belles factures. Les festivaliers ont pu se rencontrer. C'est vrai qu'on ne cessera de le dire. La tâche noire a été aussi de ne pas donner un point d'honneur, de ne pas marquer un point d'honneur aux cinéastes, parce que c'est leur fête lors de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est tellement important qu'il convient effectivement de le lever. Sinon, dans l'ensemble, on pourra dire que c'est un FESPACO qui s'est bien passé, avec aussi à l'intérieur quelques innovations. D'accord. Alors, juge Va, c'est vrai, on l'a dit, c'est un pari réussi, mais des petits couacs, ça n'a pas manqué. On a vu aujourd'hui cette guerre-là entre certains artistes qui estiment que le plateau artistique n'a pas été composé en tenant compte de toutes les sensibilités. Comme quoi, après chaque FESPACO, on peut toujours avoir de quoi redire. Oui, si on veut programmer tous les artistes du Burkina, à ce FESPACO-là, je suis convaincu que c'est
on ne va pas s'en sortir. Il y a une sélection à faire et donc les laissés sur le carreau pourront toujours se plaindre. Ça, c'est une réalité. Mais on a eu droit au spectacle qui a été le choix, notamment de ceux qui ont voulu nous faire plaisir et au regard d'un certain nombre d'éléments. Bon, et je crois que pour cela, il ne faut pas faire la fine bouche. Mais je pense que parler de Couac, ce qui est beaucoup plus revenu et qui a fait pour moi beaucoup de gorge chaude, c'est cette organisation qui paraissait bicéphale. Voilà, avec un FESPACO qu'on connaît dans son comité d'organisation habituel et puis un autre comité qui est venu du ministère de la Culture. On a senti que se sont marchés sur les plates-bandes. C'est vrai que hier, j'ai reçu Taïta, le président du comité national d'organisation, qui est aussi DIRCAB du ministère de la Culture, qui semblait dire que tout s'est bien passé, comme dans le meilleur des mondes, mais qui reconnaissait aujourd'hui, et c'était un peu le débat de fond, la paternité de l'organisation au ministère de la Culture, parce que pour lui, cela tombait sous le sens et ça n'était que logique. Alors que le festival aujourd'hui, ça n'appartient plus seulement au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a une volonté politique à un moment donné, il y a un accompagnement de l'État burkinabé, mais il y a une organisation qui doit être professionnelle et qui doit être dédiée pour ce qui est de ce FESPACO-là. On a eu beaucoup de dynamiques qui ont été mises, presque sous veilleuse ou contestée ou boycottée par le ministère. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache. Depuis la cérémonie de lancement jusqu'à l'organisation en elle-même et la clôture, beaucoup de pans où il fallait avoir derrière un œil presque au-dessus de l'épaule sur comment est-ce que vous gérez les choses. Et cet œil regardant, c'est celui venu du ministère. Donc ça crée quand même des tambouilles en interne et ça, il ne faut pas qu'on se leurre, ça a été une réalité. Ça a eu beaucoup de conséquences. On discutait de cela à des moments lorsqu'on abordait la question du FESPACO ici au tribunal de l'actualité. On a eu des confidences où même aux premières heures, ceux qui devraient venir ont eu des problèmes d'accueil parce qu'on a une lourdeur aussi administrative sur un certain nombre d'éléments. On a été strict pour une dynamique qui est nationale sur des détails pour lesquels on pourrait se faire l'économie, quitte à gérer les choses après. Des gens qui arrivaient à l'aéroport, qui n'arrivaient pas à trouver le service d'accueil qu'il fallait et tout. Et même, moi je l'ai dit, je l'ai raconté, j'étais au FESPACO Pro à Mika, où j'ai entendu beaucoup de plaintes parce que nous on était à interviewer les différents festivaliers qui étaient venus, notamment les acteurs qui sont les figures de proue des films qui ont été donc proposés. Il y en a qui ne nous ont pas caché l'impression qu'ils ont d'une organisation qui soit moins pointue et parler des tickets de restauration qu'on n'avait pas à temps et tout. Il y avait donc des petits bobos comme ça, mais on sentait que c'est parce qu'à l'intérieur il y avait une façon de se marcher sur les plates-bandes. Et puis je crois aussi que quand vous écoutez le standing ovation qu'il y a du délégué général du FESPACO, c'est un ressenti qui est partagé par la majeure partie des Burkinabés qui ont senti un homme qui a bossé et qui, au finish, on a eu comme l'impression que l'effort n'avait pas voulu être reconnu ou bien que, d'une façon ou d'une autre, on n'avait pas envie de montrer un peu l'exploit qui a été le leur de pouvoir tenir ce FESPACO. Quoique ce ne soit pas le travail d'une seule personne ou d'un seul groupe. On sent un malaise. Moi, quand j'ai entendu hier M. Taïta qui disait, écoutez, l'ovation, ça va d'abord au peuple burkinabé et tout, on sent qu'il y a une gêne et il y a un malaise, il y a un malaise en interne de dire que ça doit échouer forcément au ministère de la Culture. Quand on parle du débat de ce qu'est le FESPACO et de l'emprise politique très forte aujourd'hui, on sent qu'il y a un malaise à l'intérieur. Mais je pense que cela a concouru aussi à ce que les uns et les autres se surpassent et qu'on ait en définitive un FESPACO, comme on l'a vu, c'est vrai parce qu'aucune organisation n'est parfaite, mais le fait même d'avoir pu tenir ce FESPACO, pour moi c'est un message fort en matière de résilience, c'est un message fort sur le fait que le Burkina continue d'être debout. Quoique, on n'oublie pas aussi que c'est pas dire qu'on est debout, ce n'est pas oublier le fait qu'on a une bonne partie de notre pays pour lequel il faut un intérêt sur les questions sécuritaires et ça on revient là-dessus très souvent. D'accord. Alors il y a le président du grand jury, Etalon Yenega, qui est revenu un peu sur, je dirais, la chaleur et l'accueil du peuple burkinabé, mais il a également mentionné un aspect. Le FESPACO, c'est une grosse machine pour promouvoir la diplomatie culturelle, mais il a dit c'est souvent assez lourd à porter par un seul pays. Est-ce qu'il n'y a pas de réflexion à mener à ce niveau-là, juge Bougma? Ces réflexions sont menées depuis très longtemps. Je pense que ça dépend de ce qu'on met comme contenu quand il parle de faire porter par beaucoup d'autres pays.
Est-ce que c'est la contribution financière? Il y a beaucoup de pays qui contribuent. Il y a beaucoup d'autres organisations qui contribuent. Alors, est-ce que c'est à ce niveau ou bien c'est la fameuse question de faire tourner le FESPACO dont il parle? Ça, je ne sais pas. Maintenant, il y a effectivement à dire que c'est une grosse machine. Et nous-mêmes, on l'a alourdi avec également le fonctionnement administratif à l'intérieur. On veut qu'une machine comme le FESPACO fonctionne avec le même mode de gouvernance administrative comme les autres services pour la commande publique et tout. Et là, à la dernière minute, il y a des questions à régler et on vous dit de passer par une procédure. Vous allez même finir sans que le document ne puisse finir de sortir du circuit. Donc, il y a cette réalité. Donc, il faut dégraisser, évidemment, la machine. Donc, il y a un ministère de tutelle qui est là. Il y a une autorité qui nomme également des gens au niveau du FESPACO parce que c'est l'autorité, d'ailleurs, qui nomme le délégué général. Il n'est pas venu par appel à candidature. Et donc, en même temps, et quand on a vu comment est-ce que la cérémonie d'ouverture, beaucoup de bruit tout autour de la cérémonie d'ouverture, entre le ministère de la Culture et la délégation générale du FESPACO, et au milieu encore un comité national d'organisation, la machine est lourde déjà. Parce que vous avez un ministre qui donne des instructions au délégué général, vous avez un comité national d'organisation qui est là, présidé aussi par quelqu'un du ministère. À un moment donné, vous répondez de qui? Du ministère, du FESPACO ou bien du comité national d'organisation, qui est d'ailleurs ponctuel. Puisque après, ce comité national d'organisation passe à autre chose. Et la délégation générale avec les employés du FESPACO continue de préparer les prochaines éditions, faire les rapports et tout, faire le bilan, préparer les prochaines éditions, pour qu'à l'approche encore mettre un comité national d'organisation, présidé par quelqu'un d'autre que le délégué général du FESPACO. Et donc, d'un point de vue machine, déjà, la chaîne de commandement, elle est déjà lourde. Vous avez 3 grosses têtes. Le ministère, le comité national et puis la délégation du FESPACO. Et chacun veut avoir son mot à dire, son regard. Donc le ministère veut voir clair, le comité national va dire c'est nous, la délégation du FESPACO va dire c'est nous. Et quand ça coince, ceux qui sont de la maison FESPACO, donc les employés qui évacuent les charges, les tâches administratives et qui ont vu défiler plusieurs FESPACO, vont à un moment donné se rendre compte qu'en fonction de la limite du comité national d'organisation, il y a des erreurs, mais ils ne diront rien. Parce qu'effectivement, ce n'est pas de votre attention. Si vous amusez, vous faire prendre, c'est vous qui assumez. Donc, ils vont dire, bon, comme c'est eux qui connaissent, et puis ils sont venus pour ça, ils n'ont qu'à faire, et puis partir, nous on va continuer de faire notre boulot quotidien. Mais j'ai dit bien, c'est nous qui avons alourdi la machine, d'un point de vue organisation. Deuxièmement, il y a j'ai dit bien, la règle, la commande, la procédure de commande, c'est la même procédure de commande que l'administration publique. Pour une entité comme le FESPACO, qui fait venir beaucoup de gens et qui a ces réalités qui n'ont rien à voir avec les autres entités, c'est difficile que ça marche. Et chaque année, ça a toujours été comme ça. Et nous, on a toujours fonctionné comme ça à un moment donné. Dans certains secteurs, on a lâché prise, comme dans le domaine de la santé ou dans le domaine militaire. C'était à peu près les mêmes choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu que la réflexion au niveau également du FESPACO puisse prendre en compte tout cela? Je le dis parce que nous avions entendu que à l'aéroport, quelqu'un est parti avec une pancarte pour l'accueil. Comme la personne a requis l'anonymat, nous aussi on va maintenir l'anonymat. Mais les faits, je parle des faits. Vous arrivez avec une pancarte, les autorités de l'aéroport vous disent que ce n'est pas très visible, ce n'est pas adapté. C'est pas conforme aux normes. Il faut changer. Vous repartez pour dire, on dit de changer, ce n'est pas aux normes, il faut de la peinture. On dit, bon, il faut maintenant écrire pour que ça rentre dans le circuit, pour que le contrôle financier, pour valider. Et finalement, monsieur, il a jeté ça par terre. Il a fracassé ça. Et puis il a bougé. Il dit, je ne peux pas. Des gens qui sont dans un vol, qui doivent atterrir dans quelques moments. Je suis là-bas, on dit la pancarte n'est pas conforme. Pour ça, il faut remplir des formalités administratives. L'avion même comme on appelle ça, va atterrir, ils vont finir leurs formalités, à personne à l'accueil. Mais on ne peut pas continuer. Mais c'est dans ces conditions que ça a été organisé. Mais ceux qui sont venus également, comité national d'organisation, les cadres du ministère qui veulent également avoir un regard, il faut demander comment aussi les tickets ont été distribués de restauration. Il y a des cinéastes qui n'en ont pas eu. Donc,
Il y a tout ça. J'ai dit, c'est nous-mêmes qui avons alourdi, j'ai dit de façon inutile la machine, parce que malheureusement, ça ne permet même pas d'éviter la corruption, les gaspillages. En fait, c'est ça le problème. Surtout quand il y a plusieurs chaînes de commandement, c'est difficile d'ailleurs de contrôler, parce que ça va s'égarer entre l'un des maillons. Alors que quand le commandement n'est pas lourd, la transparence est facile à tracer. Parce que la délégation générale va accuser le comité national d'organisation, qui va accuser tel ou tel cadre du ministère et qui a tout accaparé, qui a mis tout entre ses mains, mais tu vas dire quoi? C'est comme ça. Donc, la machine, nous l'avons d'abord alourdie ici. Et ensuite, maintenant, par rapport au financement, bon, ça aussi, c'est une question de diplomatie. C'est la capacité maintenant de négociation de la délégation générale, du ministère. Ah, mais puisque tout le monde... voilà, parce qu'ils vont mobiliser les ressources et un comité national d'organisation va venir pour gérer. C'est quoi ça? Ou bien le comité national d'organisation commence à préparer la prochaine édition là, cette année, mobilise ses ressources et vient gérer. Ou bien on enlève le comité national d'organisation puis on le met de côté. Parce que si des gens mobilisent les ressources et vous venez prendre pour gérer, ça crée toujours des frustrations, ça crée des problèmes. Donc, il y a effectivement autant de choses qui ne facilitent pas la tâche. Et à l'arrivée, les cinéastes sont mis de côté. Le délégué général est mis de côté. Tous ceux qui travaillent au niveau du FESPACO comme personnel administratif, mis de côté dans la cérémonie d'ouverture, on ne dit même pas, il n'y a même pas un banc pour eux. Rien. Totalement ignoré. Donc, c'est nous qui devons dégraisser la machine. Maintenant, comme c'est une affaire de diplomatie, comme par le truchement de nos autorités diplomatiques, on puisse vendre mieux le FESPACO, avoir de nouveaux partenaires, suffisamment de ressources et facile à gérer dans la transparence. Ça, c'est maintenant notre génie. Sinon, si nous allons continuer comme ça, et les uns les autres viendront dire que la machine est lourde, et c'est vrai, elle est lourde parce qu'on l'a alourdie pour rien. D'accord. Alors, au-delà de l'aspect organisationnel, il y a aussi le palmarès. Et à ce niveau, on peut dire que le Burkina n'a pas été ridicule. On a eu des prix spéciaux. Le grand prix du documentaire a été remporté, les Talents d'Or, par un Burkinabé. Alors, mais pour les Talents d'Or de Yenega, il faudra encore attendre. Oui, il faudra encore attendre parce que moi, je crois aussi qu'il faut être... il faut être bon joueur. Et il faut avoir quelquefois comment dire cela, la défaite, il faut avoir la défaite digne. Et puis reconnaître à l'autre le mérite du travail. Quand vous regardez La femme du fossoyeur, vous comprenez pourquoi est-ce que le film a été primé. Dans sa façon d'être mené, dans l'histoire qui est racontée, dans les techniques de filmage, nous ne sommes pas des professionnels, mais quand vous regardez, vous savez que c'est un boulot qui a été fait. Je pense que c'est Fatimata Nikema qui était à la projection juste après la cérémonie de clôture. Tous ceux qui sont sortis, les cinéphiles, vous regardez encore le reportage, ça va repasser dans notre session d'information qui sera rediffusée à 9h, vous allez voir. Mais c'est clair, ils disent tous que quand ils ont fini de regarder le film, ils se sont dit, bon écoute, ce film-là, avec une qualité pareille, c'est pas surprenant que ça soit les Talents d'Or du Yenega, parce qu'il y a un fort travail qui a été fait. Je crois aussi que c'est une invite pour ce qui est de ceux qui sont dans la chaîne du cinéma burkinabé, de redoubler d'efforts. Parce qu'en la matière, il faut dire très clairement, pendant que nous travaillons ici, il y en a aussi qui mettent de la marge entre nous, parce que c'est un domaine qui est pointu, c'est un domaine qui demande aussi du génie, parce que nous, on a eu des personnes de génie qui ont eu aussi ce Talent d'Or du Yenega, mais regardez les films qu'ils ont proposés et qui sont passés. Vous allez comprendre pourquoi aussi, en ce moment-là, c'est eux qui ont pu le remporter. C'est une compétition, et puis il faut le prendre comme ça. Maintenant, je dis, on ne soit pas aussi ridicule de ce FESPACO. On a eu plusieurs autres prix. Quand vous prenez dans la partie documentaire, c'est nous qui sommes sur le toit de l'Afrique pour parler de ce chapitre. Donc, il y a un travail qui est fait. Je pense que c'est très important. Et puis, le FESPACO aussi l'a compris pour, dans les innovations qui ont été faites, apporter un soutien fort au cinéma burkinabé en créant un genre de catégorie pour la valoriser. Et pour moi, ça, c'est des choses qui sont qui sont assez intéressantes. Mais on comprend que c'est un domaine qui est celui de la compétitivité dans le génie et aussi dans les moyens qu'on met pour pouvoir faire de bons films. Mais je crois que c'est la leçon qu'on peut tirer. Il faut encore retrousser les manches et puis il faut travailler.
Merci, monsieur le juge, pour ce bilan à chaud. Là, nous sommes seulement qu'à 48 heures du clap de fin de cette édition du FESPACO. Merci pour les clés de lecture. Nous allons à présent parler politique avec la crise interne au Congrès pour la démocratie et le progrès. Le jeudi, en début d'émission, le président d'honneur Blaise Compaoré s'oppose à la suspension des 3 membres du bureau exécutif national. C'est ce qui ressort du contenu de la lettre adressée au président du parti, largement relayée sur les réseaux sociaux. Juge Bourgouma, vous avez certainement vu cette lettre-là. Et comme d'habitude, le débat sur l'authenticité se pose une fois de plus. Oui, le débat a été posé, reposé, et même au niveau de leur session de BPN qui a eu lieu ce samedi, l'authenticité de la lettre a été effectivement évoquée. Et en conclusion, l'on retiendra que effectivement c'est Blaise Compaoré qui a écrit ou fait écrire sa lettre, qu'il a signée et qu'il a envoyée par le truchement de M. Topin, qui a été 2 fois son directeur de cabinet, et pour porter la lettre au président du parti, Edi Kombogo, à l'ouverture des travaux, avec la précision que c'est venu, selon ce que nous avons reçu comme info, c'est venu pratiquement tard, 22h, autour de 22h la nuit. Et donc, et l'argument qui a fait qu'il a été mis en copie, c'est que le président reçoit beaucoup, donc c'est pas évident d'ailleurs qu'il puisse voir. Bon, tout porte à croire qu'il n'y a pas eu de communication téléphonique pour dire j'ai envoyé quelque chose, quoi. Et donc c'est dans ces conditions que la lettre a été envoyée, et c'est par aussi sa fille qu'il a envoyé effectivement au destinataire. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais ceux qui ont douté que ce soit le président Blaise Compaoré qui a écrit cette lettre n'a pas manqué d'arguments. Personnellement, je fais partie de ceux qui avaient eu des doutes quand j'ai lu la lettre de ce que c'est à l'initiative du président Blaise Compaoré lui-même. Il y a des éléments de forme et de fond. Blaise Compaoré, c'est un ancien militant des partis politiques. Il a été président, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui est président d'honneur, qui connaît très bien comment fonctionnent les partis. Et je dis administrativement et juridiquement, la sanction n'était pas prononcée d'un point de vue juridique. Parce que, les bureaux exécutifs des partis politiques n'ont pas qualité pour prononcer une sanction. Ils ne proposent et c'est le BPN qui valide. 2, ils ne peuvent pas le faire sans une notification officielle adressée effectivement aux concernés. Ce qui n'était pas fait parce que le BEN n'était pas qualifié pour le faire. Les partis politiques fonctionnent comme ça. Et même le CDP, le règlement, c'est comme ça. Et donc, déjà, il y a un problème de forme qui se pose. Donc, demander à des gens de suspendre, de lever des sanctions qui ne sont pas encore officiellement prononcées, effectivement, pour un président d'honneur, fait que je doute que c'est lui. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais tiens, non. Connaissant le fonctionnement des partis, je n'ai pas tout le contenu des règlements intérieurs des partis politiques en tête. Mais les partis majeurs, le minimum que je connais, c'est comme ça. Et au CDP, c'est ça. Donc moi, déjà, j'ai eu des doutes par rapport à cela. Et après, effectivement, l'autre aspect d'une telle situation, je dis bien, le bureau politique national n'a pas encore siégé pour entériner les sanctions. Parce que c'est le BPN qui entérine, qui peut durcir la proposition du bureau exécutif national, qui peut comme l'alléger ou au besoin même la rejeter. Parce que le BN ne fait que faire le point sur la situation. En temps normal, c'est la commission de contrôle et vérification qui auditionne les concernés, qui produit un rapport. Et c'est une chaîne comme ça. Et donc, quand toutes ces choses-là ne sont pas encore épuisées, et que quelqu'un écrive, déjà pour dire de lever des sanctions, j'avais eu des doutes. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve que c'est lui qui a rédigé, il a fait signer, bon, pas son secrétariat, mais c'est sur son instruction, et puis faire signer. Deuxième niveau de doute, c'est que il y a des protagonistes. S'il y a eu des sanctions qui ont été prononcées, il y a eu des gens à qui ceux qui ont prononcé la sanction estiment qu'ils ont commis des erreurs. Il n'y a même pas une seule ligne qui invite l'ensemble des partis au dialogue ou de dire aux autres, il faut savoir raison garder pour sauver l'essentiel parce que vous vous adressez aux deux, c'est des protagonistes. Et là, c'était unilatéral. Contrairement
aux autres lettres qu'il avait écrites avant. Donc, moi, c'est à mon niveau personnel, avec le regard politique que je vois. Maintenant, l'autre aspect, c'est que pour les autres sanctions, il les avait reçues. Écoutez, il dit, rentrez, je vais prendre une décision. Et là aussi, je ne crois pas qu'avant de rédiger la lettre, le président d'honneur ait entendu les membres du bureau exécutif national, principalement le président, ou tout autre membre avant d'écrire. Peut-être qu'il l'a fait. Mais ce n'est pas mentionné qu'après avoir écouté gauche-droite, je tire ma conclusion que, en ce moment, l'argumentaire qui demande de surseoir aux sanctions est bâti sur quelque chose d'assez précis et des arguments valables. Là aussi, on ne l'a pas eu. Alors, connaissant la méthode méticuleuse de Blaise Compaoré de fonctionner, et puis c'est venu comme ça, il y a eu des doutes, et j'ai dit bien, sans être du CDP, moi c'est le regard de l'analyste politique que je fais, connaissant le fonctionnement, j'ai dit bien, de certains partis politiques, y compris le CDP, parce que tellement il y a eu des bagarres, on a cherché à savoir comment ça fonctionne pour que, voilà, pour à un moment donné, faire un regard juste. Et après, effectivement, on se rend compte qu'effectivement, c'est lui qui l'a fait écrire par son secrétariat. Et puis bon, la lettre est venue. Topan a expliqué au niveau du BPN comment la lettre est arrivée. Et après lecture, bon, la suite aussi, on la connaît. C'est un BPN aussi qui est passé outre, qui n'a pas suivi. Effectivement, ce qui a été dit dans cette lettre, ça n'a pas été suivi. Parce qu'ils ne sont pas allés dans le sens de la lettre et les sanctions n'ont pas été levées. Pas du tout. Donc, il y a eu des doutes. Mais j'ai dit, moi, je fonde les doutes sur la base de ce que, effectivement, j'ai exprimé. Maintenant, à l'intérieur du parti, il y en a qui ont exprimé leur ressenti, qui n'étaient pas d'accord, qui disent que bon, ça, c'est la cuisine interne. D'accord. Alors, juge, voilà, c'est vrai, une fois de plus, le président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, joue la carte de la réconciliation, de la tempérance. Mais au fond, même si beaucoup estiment qu'il est dans son rôle, il y a certains aussi qui estiment que le contenu de la lettre vient, une fois de plus, fragiliser le président du CDP, Eddy Komboïgo. Oui, plus que cela même d'ailleurs, parce que quand vous lisez la lettre, c'est comme disait Bernard Bouma, à un moment donné, on ne demande même pas aux personnes incriminées une introspection, parce qu'on a tous vu aussi les images qu'on a vues au siège du parti, qui n'étaient pas forcément réduisantes. Maintenant aussi, il y a ce sont des camarades, c'est vrai, mais il y a un président de parti qui est, on va dire, pas en odeur de sainteté, avec des membres. C'est-à-dire que dans l'organigramme du parti, on ne les gère pas de la même façon. Et parce que là, c'est comme un genre de décision jeté comme ça, comme un pavé dans la mare, et qui met mal à l'aise forcément le président du parti. Et quand vous regardez, il y a même des termes qui, pour moi, permettraient même de donner plus de réflexion. On parle parlant du bureau exécutif national, et c'est bien la phrase qui pour moi donne tout le sens. Il dit: je vous réaffirme mon attachement aux valeurs, non c'est ça aussi, dans un souci de cohésion sociale, j'invite le bureau exécutif national à faire preuve de retenue. C'est comme si on a un bureau exécutif national qui est jusqu'au boutiste, qui n'écoute pas, qui est têtu, qui veut régler des comptes, parce que c'est à une dynamique pareille et à des messieurs qui l'amènent qu'on demande à eux, qu'on demande de la retenue. Ça veut dire que vous y allez trop fort. C'est un désaveu. Et puis on a l'impression aussi que c'est l'aveu d'un bureau exécutif national perçu par en tout cas ceux qui ont écrit la lettre ou celui qui a écrit la lettre comme étant à la merci de Eddy Komboïgo. Donc ça veut dire que c'est une sanction qui passe comme une lettre à la poste parce que lui il l'aura voulu. C'est un peu de ça qu'il s'agit ici quand on lit. D'une façon ou d'une autre, et dans toutes les lectures possibles, ça fragilise forcément Eddy Komboïgo. Et moi, quand je regarde, ça ne pouvait être que logique que dans la suite, on n'en tienne pas compte. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est comment est-ce que depuis toutes les lettres de Blaise Compaoré, on se pose la question de savoir si c'est lui qui a écrit. Et ça devient vraiment difficile. J'ai dit, le rôle d'un président d'honneur, c'est celui qui calme et qui, lorsque le clivage est très profond, a le dernier mot et puis tout le monde se range et puis on s'en va. Mais lorsque on ne sait même pas quel est vraiment votre mot, il y a problème. Est-ce que le mot même qui est dit est de vous? Il y a problème. Et ça, dans ce CDP, c'est ce rôle à ce niveau-là
qui manque. Et ça, le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré ne le joue pas pleinement. Maintenant, je dis, est-ce que c'est pas quelqu'un aussi dont la perception de la réalité des choses au niveau burkinabé se fait avec des dénivellations parce qu'il ne les sent pas de la bonne façon, parce qu'il n'a pas les bons retours, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui fait l'impression, qui donne l'impression d'un décalage dans ses sorties ou dans ses prises de position, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien aussi c'est quelqu'un qui est porté aussi sur ses affaires personnelles, parce que je le répète toujours, quand vous le voyez dans vos images et tout, c'est pas le Blaise qu'on a connu clinquant et tout. Donc il y a peut-être tout ça à prendre en compte, mais pour moi il y a beaucoup de questions à se poser. Ok. Alors pour beaucoup, c'est la cassure qui commence à se dessiner entre le président d'honneur et puis Edi Komboego qui est son poulain. Est-ce également la lecture que vous faites, juge Bougma? Bon, effectivement, ça a été naturellement évoqué, mais il y a même un détail de la forme que j'ai oublié. La lettre est adressée à Edi Komboego qui est président, mais dans les ampliations, l'intéressé n'est pas concerné. En fait, il y a eu ces petites coquilles administratives que certains ont trouvé effectivement à redire. Mais maintenant, pour revenir effectivement à votre question, personnellement, je fais partie de ceux qui avaient dit que ce tandem allait fonctionner très très difficilement. Un président d'honneur qui est au-dessus des textes, qui met à un moment donné tout le monde d'accord, dans des conditions où les intérêts sont divergents, dans les conditions où les clivages sont profonds, et dans des conditions où certains même de l'extérieur tirent les ficelles, parfois même à l'insu de Blaise Compaoré. Et c'est très difficile, et c'est ce que nous assistons. Parce que vous avez aussi, Edi a su se tailler également un carré de fidèles qui dit, si le parti a tenu, c'est d'abord vous, c'est d'abord nous. C'est vrai, c'est le parti de Blaise Compaoré, mais il faut des gens pour faire tourner la machine depuis le Burkina. Donc, mais tant que effectivement on aura ces genres de crises et que quelqu'un peut prendre son téléphone, faire un point pour que rapidement on écrive une lettre sans entendre les protagonistes, ça allait être très 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 difficile. Les uns et les autres étaient remontés d'ailleurs quand ils ont appris, parce que le premier argument qui était sorti, ou bien la première information après la lettre, c'est que c'est la fille de Blaise Compaoré qui a écrit la lettre. On l'a vu sur les réseaux sociaux, certains ont commencé à dire c'est sa fille qui a écrit. Après que Topan ait calmé la situation pour dire non, ce n'est pas sa fille qui a écrit. Elle a été chargée par son père d'envoyer. Et ce détail qui a calmé effectivement les ardeurs des uns et des autres, parce qu'ils sont nombreux à avoir douté de l'authenticité de la lettre, ce qui est très grave. Parce que si on doute de la parole du président d'honneur jusqu'à ce niveau, comme l'a dit Geoffroy, effectivement, le président d'honneur lui-même doit pouvoir s'interroger, parce que ce n'est pas la première fois que les lettres arrivent et que des lecteurs externes, pas internes, émettent déjà des réserves avant même qu'à l'intérieur des gens en ajoutent effectivement de la réserve. Alors, mais ça dit qu'à partir de ce moment, effectivement, il y a une étape de franchie au niveau des relations entre Edi Komboego et Blaise Compaoré, pour ne pas dire entre certains cadres du parti et le président d'honneur. Parce que, j'ai dit samedi, le BPN a validé les sanctions. Elle n'a pas fait marche arrière. Et mieux, elle donne quitus au président de durcir les sanctions en cas de récidive. Ça fait partie des actes que nous avons pu avoir comme info à l'issue de cette réunion du bureau politique national. Et il y a une seule personne qui n'était pas d'accord pour le maintien. Comment on appelle ça, ceux qui étaient certains disent que c'est Topan, mais n'ayant pas vu la preuve. Voilà. Mais la réalité aussi, elle est là implacable. Donc c'est aussi en même temps un désaveu qui est là. Un désaveu du président ou du bureau exécutif prononcé par le président d'honneur à travers la lettre, et un autre désaveu également du bureau politique national vis-à-vis du président d'honneur. J'ai dit ça commence effectivement à être sérieux. Alors, si la lettre a été écrite par Blaise Compaoré lui-même, il n'a pas été très bien inspiré. Si c'est des gens qui ont conseillé à Blaise Compaoré d'écrire cette lettre, ils ne l'ont pas bien conseillé. Parce que du fond, que ce soit dans le fond ou dans la forme, il y a un problème. Il y a des choses à redire. Il y a des choses d'abord qu'il fallait régler avant d'écrire la lettre. Moi, ce n'est pas le principe de l'écriture de la lettre. Non, les statuts et les règlements intérieurs, donnent droit
lui donne le droit de valider même les candidats aux différentes élections. Il valide tout, même les alliances avec les autres partis, c'est lui qui valide. Quand le président est élu, il doit valider. Donc, c'est le validateur en chef. Mais ça dit que s'il y a des éléments de fond et de forme qui ne marchent pas, effectivement, ça ne va pas marcher. Je dis bien parce que ceux aussi qui sont là pour assumer des responsabilités et entendre l'assumer. Comment est-ce que maintenant il faut conjuguer ce tandem-là? Je pense que le président Blaise Compaoré devrait, avec tout ce qu'il a actuellement comme réalité sur lui, pression sur le dossier Thomas Sankara, bien d'autres dossiers à gérer, par rapport au parti, le CDP, intervenir de façon prudente, de telle sorte que quand il intervient, il met tout le monde d'accord, comme il l'avait fait lors de la précédente crise. Sinon, à cette allure, effectivement, ça va être un désaveu et une image encore qui va davantage prendre un coup. Oui, juge va. Oui, quand on regarde, on se rend compte aujourd'hui que le CDP doit craindre moins des facteurs exogènes et donc des coûts qui viennent d'ailleurs que des dissensions internes. Parce qu'aujourd'hui, le parti ne fait que souffrir notamment de ces clivages internes. Et quand vous regardez, je pense qu'en la matière, et je ne vais jamais me faire l'économie de me le répéter, c'est qu'il faut à un moment donné des valeurs sûres, et c'est ça le rôle du président d'honneur, pour amener les gens dans le bon sens. Mais là, le problème, c'est qu'avec la lettre, il y a maintenant le président d'honneur qui fait partie de la crise. Parce que la non prise en compte de ce qu'il a émis comme souhait, ça vient ici nourrir l'antagonisme entre lui et le président. Et donc, et même le bureau qui aura travaillé à maintenir les sanctions. Donc, il fait maintenant partie de la crise. Ça veut dire qu'on n'a pas écouté Blaise Compaoré ou bien que Blaise Compaoré a été outrepassé. Et ça donne un second round. C'est-à-dire que maintenant, vous prenez Baguian, Lota, Colonel et autres, ce n'est plus le problème à leur niveau. Ce n'est plus, c'est-à-dire que eux sont effacés maintenant. C'est une question de décision de Blaise Compaoré ou bien du fait qu'il les ait enjoints de ne pas faire ceci et qu'il l'ait outrepassé, qui devient maintenant le problème. On est maintenant dans une opposition entre un bureau, pour ne pas dire le président du parti, et le président d'honneur. C'est à ce niveau maintenant qu'on agit. Voilà pourquoi je dis, quand on regarde, les crises sont en train de monter crescendo. À un moment donné où, pour la précédente crise, il y a eu la sortie qui était intéressante de Blaise Compaoré, qui a ramené les choses au calme, mais qui avait laissé entrevoir déjà ce léger un peu désaveu du président. On entendait tout le monde dire, bon, ils sont partis, on les a tous écoutés, mais on n'a pas donné raison. Mais aujourd'hui, on se rend compte que là, on est dans un vraiment climat profond qui est en train d'augmenter de degrés et atteindre des niveaux plus importants dans la chaîne. D'accord. Vous présagez d'un second round dans cette crise née de la lettre écrite de Blaise Compaoré. Nous allons suivre cette actualité de très près et certainement la convoquer au tribunal de l'actualité pour donner des clés de lecture. Nous allons parler d'actualité sécuritaire et notamment du côté du Mali où un communiqué émanant de la primature a corrigé une information selon laquelle Bamako n'allait plus discuter avec les groupes terroristes alors que quelques jours avant on avait eu d'autres sons de cloche. Finalement, juge Bougma, comment il faut analyser cette information? Est-ce que c'est du rétropédalage, c'est du recadrage? Finalement, comment vous percevez ce double son de cloche donné du côté de Bamako? En tout cas, il y a une mention, si j'ai bien lu la note officiellement. Personne n'était mandaté officiellement. Mais on n'a pas dit qu'officiellement ça n'a pas été fait. Donc, il faut savoir lire entre les lignes. Voilà, mais si 10 personnes n'ont été mandatées pour quoi que ce soit, ni par le gouvernement, ni par aucune autre institution de Bamako, oui, là au moins c'est suffisamment précis. Mais on dit pas officiellement, ça veut dire qu'il y a une possibilité qui n'est pas officielle. Mais trouver d'ailleurs un gouvernement qui va assumer officiellement un début de négociation avec des groupes armés, des groupes terroristes, il faut chercher, comme on appelle ça, il faut chercher très sérieusement pour en avoir. Parce que ces choses-là se règlent, comme on appelle ça, de façon discrète. Si vous publiez et que ça coince à la moindre erreur, au départ c'est fini. Ibeka l'a fait en grand renfort de presse. Il a mandaté quelqu'un officiellement pour commencer. Et quelqu'un a posé une condition de retour de l'armée française, puis c'est fini, terminé. Donc, alors que la meilleure façon, c'est de
commencé à arrondir les angles. Et puis, bon, à un moment donné, quand la mayonnaise est prise et que la contradiction principale est réglée, il reste les contradictions secondaires, vous pouvez prendre le risque d'annoncer petitement un certain nombre de choses. Mais vous annoncez ça comme ça à Mondo Vision, ça risque de compromettre. Voilà. Parce que il y a à faire la part des choses. Quand le conflit malien était à son paroxysme et que le Burkina de Blaise Compaoré était les médiateurs, était un médiateur dans cette crise, on a vu qu'en son temps, il y avait une part des choses qui avaient été faites entre les groupes politiques, donc les entités politiques et des bandes armées, des groupes armés qui sont des terroristes, labellisés terroristes. Cette part des choses avait été faite et la précision avait été donnée en son temps par Djibril Bassolé, le chef de la diplomatie burkinabé, qui dit nous ne discutons qu'avec les entités politiques, MNLA et autres. Yaga Gali n'était pas dans le lot en son temps des entités déclarées terroristes. Il était dans... Et donc, les négociations se faisaient avec ces choses-là. Alors donc, Bamako veut discuter avec qui? La CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, avec plein de structures à l'intérieur, parce qu'il y a déjà des accords avec eux, Ouagadougou, l'accord d'Alger, qui ne bougent pas, ou bien c'est avec d'autres entités. Et donc cette précision, elle est très importante, parce que l'opinion retiendra que vous discutez avec des groupes terroristes, dont on ignore parfois le contenu de revendication. Alors que certaines entités, c'est à des velléités indépendantistes. Donc, il y a un combat politique derrière la prise des armes. Et là, effectivement, vous avez des points sur lesquels vous pouvez discuter, comme ils l'ont fait à Ouaga, comme ils l'ont fait à Alger, qui a abouti à la signature des accords. Donc, je pense aussi que, à travers ce communiqué qui ne dément pas officieusement, mais officiellement, peut-être qu'il y a ces réalités-là aussi à prendre en compte. C'est vrai qu'il y a les accords d'Alger, mais à un moment donné, ça ne va être que les accords entre Maliens qui vont marcher. Parce qu'après tout, c'est des Maliens qui se tapent là-dessus. Et c'est aux Maliens de savoir se retrouver pour se parler et puis prendre des engagements qu'eux-mêmes vont pouvoir respecter. Mais s'il faut prendre toujours l'avion, aller loger dans des hôtels 5 étoiles, être véhiculé dans des véhicules rutilantes, dans des voitures rutilantes, avec tout ce qu'il va avec comme protocole, commodité, et puis revenir s'asseoir pour que ce soit appliqué, c'est pas évident. Parce que même ceux qui vous appellent à la table des négociations ont des intérêts, ou parfois ont des hommes de main sur le terrain. On l'a vu dans plusieurs circuits de médiation, où le médiateur a même de gros intérêts dans la médiation. Il soutient une partie de façon parfois ouverte ou de parfois non ouverte. Mais on l'a vu dans la crise ivoirienne, même dans la crise malienne, on l'a vu. Et dans plusieurs autres crises, comme au Darfour, on l'a vu. Et au Soudan, on l'a vu. Donc, il y a ce qui fait que dans certaines contrées également, même les négociations, ça ne marche pas. Et Mba Michel a claqué la porte de l'autre côté. Avant lui, celui qui était a même été désavoué publiquement. Donc, il y a ces réalités-là qui sont là qu'il faut prendre en compte. D'accord. Alors, juge, c'est vrai que dans la lutte contre le terrorisme du côté du Mali, on a vu d'abord une option militaire qui a été présentée avec une possibilité de collaboration avec Wagner qui a soulevé beaucoup de vagues. Ensuite, on présente l'option de la négociation, ensuite qui est démentie. Finalement, beaucoup estiment que Bamako souffle le chaud et le froid. Est-ce que vous arrivez à avoir une claire lecture de cette situation? Moi, je prends les choses d'une autre façon et d'un autre angle. Parce que n'oublions pas que c'est RFI, France 24, c'est eux qui nous ont révélé que c'est le Haut Conseil islamique qui a été mandaté pour discuter avec les groupes terroristes. Et que cela avait été confirmé par le ministre religieux, je pense, quelque chose comme ça. Donc, il y a un caractère officiel qui est donné au mandat et à l'identité de ceux qui devraient les mener. Et le Mali dit, je n'ai officiellement mandaté personne. C'est une réponse à une communication qui est en train d'être faite. Donc pour moi, c'est une guerre de communication, comme on voit depuis les choses monter crescendo dans les tensions entre la France et le Mali. Derrière, c'est normal que le Mali réagisse ainsi pour communiquer et dire ce qui est, parce que en même temps que
on entend la possibilité de Wagner et qui refroidit forcément la coopération avec la France, on fait comprendre que, bon, en même temps qu'ils disent qu'ils vont bander les muscles avec quelqu'un d'autre, en fait, ils ont fait l'option de la négociation. Ça donne l'impression de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, peut-être, ou bien qui savent clairement qu'ils ne sont pas avec des foudres de guerre et que Wagner n'est pas la solution militaire pour eux. Il y a une guerre médiatique, il y a une guerre communicationnelle qui est en train d'être faite. Et le démenti du non-mandat officiel donné à qui que ce soit, je pense que c'est une réponse à une communication qu'on a entendue sur des médias français. Je crois que moi, c'est comme ça que j'interprète cela. Mais la question de dialogue, pour moi, ce n'est pas un débat nouveau pour ce qui est du Mali. Quand on prend, depuis la conférence nationale qu'ils ont eu à initier en 2007, ça a été l'une des propositions. Cela a été réitéré encore, si vous vous rappelez, au dialogue intérieur national qu'ils ont fait en 2019. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour le Mali. Maintenant, qu'il soit dit que le Haut Conseil islamique ou bien une autre entité ait été mandatée officiellement pour aller discuter avec les terroristes, il y a ce que cela implique comme perception de la nouvelle dynamique malienne que le Mali ne veut pas et pour lequel il a voulu apporter ici et maintenant un démenti très clair. C'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, les négociations, comme disait Bernard, c'est pas des choses c'est dans Jack Bauer seulement qu'on dit qu'on négocie pas avec les terroristes. Heureusement que c'est un film fiction. Sinon, les Américains, on sait qu'ils ont souvent pris langue, même sur le sol, avec les personnes qu'ils combattent outre part. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et on sait aussi la posture de la France sur la question des négociations avec les groupes terroristes. Ils ont dit niet. Donc, c'est clair que, opposé à cela, et avoir ça comme option aujourd'hui, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut recentrer ça dans ce cadre-là, où on est encore dans des tensions entre le Mali et la France, des tensions sur des détails, des tensions où chaque décision ou chaque information reçue est donné pour dire ils sont en train de faire fausse route, ce n'est pas comme ça qu'ils devraient faire, ce n'est pas comme ça qu'ils devraient faire. Mais c'est au Mali, comme disait tout à l'heure Bernard, je pense, et aux Maliens, de décider ce qu'ils veulent pour eux et la façon dont ils veulent mener cette guerre. Je pense qu'ils l'ont essayé avec Barkhane. Je ne dis pas que la coopération doit cesser ou quoi que ce soit, mais on connaît les fruits que cela a eu depuis 8 ans. Tout le monde reconnaît que ça ne va pas. Maintenant, avec un retrait qui est annoncé notamment par les Français et puis qui sont, quand on parle de Macron, critiqués à l'intérieur pour tous les efforts faits au Sahel, alors qu'il n'en voit pas forcément le retour en termes de respect. Il faut comprendre que pour le Mali, ce soit aujourd'hui une véritable inquiétude de voir ce manque qui sera créé sur le terrain et qui devra être comblé par qui, s'ils ont fait le choix d'offres russes, que cela course aujourd'hui les Français, c'est des choses qu'on comprend. Donc moi, je mets tout cela dans une guerre communicationnelle et puis tout le monde sait que d'une façon ou d'une autre, on finit par dialoguer, on finit par négocier et ça, on ne négocie pas un jour, on commence à tisser des liens et des possibilités de discuter, même quand on est en guerre. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que même sur la table des discussions, c'est à qui a le plus de force que revient la plus grosse part des ententes. C'est comme ça que ça fonctionne. Démenti des autorités maliennes sur les supposées négociations avec les groupes terroristes, la crise interne au CDP avec la lettre du président d'honneur Blaise Compaoré adressée au président Edi Kombouego et enfin le bilan à chaud de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Voici les 3 sujets qui ont été convoqués pour cette première émission du Tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. On met un point final à la présente convocation et on prend également rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.